Merci à toutes et tous d'être présentes à cette table ronde qui est faire bouger les lignes dans le monde de la santé, la place des médias. Donc moi je suis Alice, la cofondatrice de Petite Mue, qui est le premier média qui sensibilise au handicap invisible. Et je vais laisser la parole à tous les invités pour se présenter, parce qu'on est beaucoup à cette table ronde. Bonjour à tous, nous sommes MedCheck Studio et notre média c'est le podcast. Donc on produit des podcasts par et pour des soignants et des patients. Donc moi je suis pharmacienne à l'origine et puis Marguerite qui est mon associée et vient de la radio et du marketing digital. Donc c'est comme ça que s'est formé notre duo. Moi c'est Camille, je suis étudiante en médecine et je suis la présidente de l'association Draw Your Fight. C'est une association qui a pour mission de sensibiliser au handicap, particulièrement quand il est invisible, et d'accompagner les personnes concernées ainsi que leurs proches. Bonjour, Mickaël Worms-Armaget, je suis enseignant-chercheur en santé publique et sciences cognitives et consultant aussi pour des institutions de santé. Bonjour, moi c'est Ken Rhys. Avec Émilie, on a créé et on gère la Fabrique des Soignants, qui est un média associatif géré par des professionnels et des patients pour décrypter le monde de la santé et restaurer le dialogue entre toutes les parties prenantes. Voilà. J'ai plus rien à dire moi alors. Donc moi je m'appelle Émilie Hensner, je suis interne de psychiatrie et effectivement cofondatrice avec Ken Rhys et actuellement présidente de l'association de la Fabrique des Soignants. Merci pour vos présentations. Je vais d'abord m'adresser à Marguerite et Anka. Quelle a été la genèse, vous, de votre média, de votre podcast ? Et cela part souvent d'un constat, d'avoir envie de faire bouger les lignes. Quel a été le vôtre ? Oui, absolument. Alors avec Anka, on s'est rencontrés dans un cadre professionnel et très vite, on a commencé à parler de podcast. Moi, parce que je souhaitais faire passer la parole des soignants. J'avais une idée en tête, en fait. Je voulais notamment parler de l'histoire de ma grand-mère qui était alcoolique et qui avait arrêté de boire. Anka, elle, de son côté, voyait plutôt l'opportunité pour les professionnels de santé. Donc le pouvoir de podcast de ce côté-là. Et on a commencé par une première émission où on se disait en fait on va se servir du podcast pour essayer de mettre en lumière des sujets qui ne l'étaient pas. Alors c'était à l'époque, c'était il y a 5 ans, il faut se remettre un peu dans l'ambiance. On ne parlait pas beaucoup des femmes dans le secteur de la santé. Il y a 70% de femmes qui travaillent dans le secteur de la santé et pourtant on n'en parle pas dans les médias. Donc sur la base de ce constat, on a créé un premier podcast où l'idée c'était de les mettre en lumière et d'essayer de montrer en fait quels ont été leurs succès et les clés de leur succès. Et du coup, pour Ken Rhys et Émilie, quel a été, votre constat, le déclic pour créer la Fabrique des Soignants ? Nous, notre constat, il est d'abord parti de réflexions qu'on avait, parce que en fait, la Fabrique des Soignants, avant tout, c'était un projet d'une bande de copains. On avait tous des parcours assez différents dans le monde de la santé, qu'on soit jeunes professionnels, donc jeunes internes, mais aussi jeunes directeurs d'hôpital, jeunes pharmaciens et aussi jeunes patients. On se posait un peu cette question de se dire, finalement, où on va ? Vers quoi on se dirige ? La communication était quand même et l'est toujours d'ailleurs, est quand même très négative sur le système de santé. Et nous, on avait un peu cette perte d'espoir, alors qu'on était finalement au début de notre vie professionnelle, engagés auprès des patients. Et on avait quand même eu pas mal de réflexions en amont depuis pas mal d'années sur l'avenir de notre système de santé, dans lequel on avait du mal à se retrouver. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de créer cet espace de parole, d'échange, pour aussi retrouver de l'espoir, retrouver envie et retrouver du sens aussi à nos quotidiens de patients, d'aidants et de soignants. Je ne sais pas si Ken Rhys, tu veux rajouter des choses. Ouais, et l'autre chose qui nous intéressait, c'était comment réinjecter du narratif aussi dans les parcours individuels à la fois des patients et des soignants. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à voir dans les relations de soins et dans le système de santé. Les parcours individuels, comment on arrive à les narrer. Et je pense on est tous réunis aussi autour de cette question de la narration. C'est pour ça aussi qu'on a tous choisi la forme d'un média divers et varié. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, sur cette thématique, avec la Fabrique des Soignants, on a créé ensemble une mini-série avec à chaque fois une patiente et une soignante. Donc, n'hésitez pas à aller la voir également.
Je vais m'adresser à Camille. Et ton compte, c'est l'association Draw Your Fight, qui sensibilise au handicap invisible. Depuis quand tu l'as créé et pourquoi l'avoir créé ? Ok, alors l'association, elle a 2 ans maintenant. Actuellement, en fait, on agit dans toute la France. On a un peu plus de 50 bénévoles. Là, on va attendre les 80 normalement. En fait, moi, j'ai créé l'association à la suite d'un compte Instagram. J'ai créé Draw Your Fight sur Instagram pour illustrer les mots invisibles parce que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Parce que j'aime dessiner et que je suis étudiante en médecine et que j'ai un handicap. Et en fait, ça a pris. J'ai rencontré des personnes autour de moi qui voulaient en gros m'aider. Et en fait, je me suis lancée dans l'associatif un peu parce que c'était le format qui me convenait le mieux, vu que moi, je veux rester professionnelle de santé et je veux être médecin. Et c'est vrai que voilà, je me suis vraiment plu là-dedans. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a donné surtout envie de faire avancer les choses, c'est de remarquer la stigmatisation qu'il y a autour du handicap, que ça soit dans le monde professionnel, dans la vie sociale. Moi en médecine, j'ai eu plein de problèmes à cause de mon handicap, ça se passe pas toujours très bien. Et donc je me suis dit, ok, on va essayer d'agir. Et aussi, j'avais envie d'un peu porter le message de la normalité associée au handicap. Moi, quand les handicaps est entré dans ma vie, je me disais ouais, je suis anormale, je suis différent des autres. Et de côtoyer d'autres personnes concernées, ça aide énormément pour se rappeler que non, pas du tout. Le handicap, c'est juste une normalité différente. Et voilà, d'apprendre à vivre avec et de côtoyer des gens qui sont concernés, je pense que c'est hyper porteur. Et avec l'association, j'essaye vraiment de mettre des patients en contact, des soignants, etc., tous ensemble. Merci. Et le constat que tu as fait autour du handicap invisible, je vais m'adresser à Mickaël. Est-ce que toi, tu as fait les mêmes constats sur la santé mentale et nous en dire un petit peu plus d'où est né ton podcast et pourquoi l'avoir créé ? Oui, alors nous de notre côté, on a créé avec notre asso Place des Sciences le podcast Les mots bleus, pour le coup sur des handicaps qui sont invisibles aussi, puisqu'on parle de santé mentale ici, de maladies psychiatriques. Donc on a créé le podcast il y a 3 ans, dans la volonté aussi, comme le disait Kenris, de réintroduire en fait de la narration, parce qu'on quand on parle de santé mentale aujourd'hui, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup aussi dans une vision très médicale de cette personne a tel score à une échelle de dépression, etc. Donc des choses vraiment qui sont très 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 chiffrées, et on parle pas forcément de l'histoire des personnes, de leur quotidien, de ce qui se passe, en fait, de comment ça se manifeste aussi dans leur quotidien. Quand on est concerné par une maladie chronique, on a tous plus ou moins des échelles, des prises de sang avec des taux entre guillemets normaux, etc. Mais finalement, on peut prendre 2 personnes qui ont le même score à une échelle de dépression, ou 2 personnes qui ont le même score, qui ont la même glycémie, etc. Mais le vécu ne sera pas exactement le même. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, d'incarner en fait les pathologies psychiatriques, de dire que la dépression, en fait, au-delà de se dire ça peut être de la fatigue, ou ça peut être de la perte d'appétit, ou trop d'appétit, ou de la perte de motivation, et plein de choses, de se dire ok, tout ça c'est des cases à cocher, mais en fait dans la vraie vie, comment ça se passe, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la personne, sur son entourage, sur l'insertion professionnelle, scolaire, etc. Donc c'est ça qu'on a voulu faire, justement, rendre entre guillemets l'humanité à des personnes qui finissent par n'être considérées plus que par le prisme de la maladie. C'est un peu le même constat qu'on a fait aussi avec Petite Mue. Et moi, le jour où j'avais été diagnostiquée de ma sclérose en plaques, j'avais besoin justement de témoignages ou de personnes qui pouvaient vivre la même chose. Et on a trouvé les réseaux sociaux pour faire passer ces histoires. Je trouve ça intéressant d'avoir des nouveaux médias, des nouvelles façons de raconter les histoires. Quelle est la place aujourd'hui, selon vous, des réseaux sociaux dans le monde de la santé ? Moi, ce que je trouve assez bien, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux permettent de donner la parole aux patients et aux jeunes soignants, qui sont souvent ceux qu'en fait on entend très peu dans les congrès. Moi, j'en parlais ce matin un peu avec ironie, mais moi, je m'investis beaucoup dans le monde de la douleur chronique parce que je suis concernée. Et en fait, à chaque fois que je vais à un congrès, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'entre-soi des soignants qui sont tous professeurs, qui sont tous médecins depuis des années. Et en fait, il y a vraiment un côté un peu has-been des idées. Clairement, la collaboration avec le patient, c'est un peu un monde à part pour eux, c'est un peu loin. Et donc, c'est vrai que moi, ce que j'aime dans les réseaux, c'est que on n'a pas besoin d'avoir des moyens exceptionnels pour y arriver, juste de la volonté, et après, les choses se construisent progressivement. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des patients qui prennent la parole
les patients, on les entend jamais dans les congrès, ou très peu. Et les jeunes médias comme la Fabrique des soignants, etc., qui donnent la parole aux soignants assez jeunes, des internes, même la dernière fois c'était des étudiants. Je pense que ça amène un peu de fraîcheur dans un système de soins qui parfois est un peu, qui a un peu des retards sur certains sujets, même sur la question de la liberté de choix. Comme tu disais, côtoyer d'autres patients, c'est pas encore parfois très installé. Donc vraiment les médias, je trouve, ça a vraiment cette fraîcheur. Les réseaux sociaux, même nous en tant qu'association, on l'utilise beaucoup parce que je pense vraiment que ça donne la parole à des gens qu'on n'entend pas assez. Je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est la nécessité de créer un tiers-lieu finalement. Alors certes, c'est une sorte de tiers-lieu numérique, mais c'est au moins d'avoir cet espace qui ne soit pas à l'hôpital, parce que c'est difficile d'avoir ces espaces-là, ces échanges-là, qui soient finalement libérés de la charge presque idéologique du regard de la blouse. Enfin voilà, déconstruire en fait le rapport qu'on peut avoir entre les patients et les soignants. C'est aussi un lieu qu'on peut pas forcément toujours avoir à l'hôpital ou avoir à la fac ou dans les universités où on peut enseigner le soin. Donc je pense que c'est aussi décentrer finalement ces espaces d'échange, de dialogue, de rencontre entre des patients, des aidants, des soignants, et ces choses qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui ailleurs. Enfin, je trouve qu'on a du mal à retrouver ces espaces différemment ailleurs. Et ça a déconstruit aussi tous ces rapports-là de façon très intéressante. Et du coup, j'ai une question qui vient comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de mobiliser aussi les soignants pour qu'ils prennent la parole sur le sujet ou pour vulgariser des fois des choses plus scientifiques? Est-ce que vous arrivez à avoir beaucoup de témoignages de soignants dans votre média? Est-ce que... Comme tu veux. Je pense que, alors de ce qu'on voit aujourd'hui, il y a quand même le développement de beaucoup de soignants, de professionnels de santé, en tout cas au sens strict, qui font de la vulgarisation sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça, c'est en train de se démocratiser énormément, parce qu'on est aussi dans une transition où avant, on avait les médias entre guillemets un peu plus traditionnels. Donc je pense par exemple à l'émission que probablement vous connaissez aussi, mais c'est le magazine de la santé qui proposait tous les jours des informations de vulgarisation. Aujourd'hui, notre génération à nous, elle consomme plus tellement la télévision. Donc c'est aussi des nouvelles manières de faire avec des nouvelles personnes qui proposent ce genre de contenu. Donc je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses qui se développent. Après, est-ce que à quel type de public ça s'adresse? Ça, c'est encore autre chose, parce que c'est aussi une question de génération, de public qui vont consommer ces types de contenus. Après, par exemple, nous, à la Fabrique des soignants, on cherchait aussi à développer des espaces de réflexion, d'échange, de dialogue, plus finalement que de la transmission stricte d'informations. Et ça, nous, pour le coup, on n'avait pas forcément d'espace avant, en tout cas visible pour le faire. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je trouve assez fou, c'est que parfois on va embarquer des profils hyper différents. Nous, avec Draw Your Fight, en fait, on travaille avec énormément d'hôpitaux. On a des conventions avec plusieurs GH de la PHP, on travaille avec plus de 15 hôpitaux aujourd'hui. Et en fait, je pense que les médecins qui se sont embarqués dans Draw Your Fight avec moi, qui font les livrets d'informations, qui interviennent dans nos événements, dans ce qu'on fait sur Instagram, qui sont avec nous, je pense que c'est vraiment des médecins qui clairement n'y avaient jamais pensé, parce que parfois c'est des médecins assez âgés, mais en fait c'est des médecins qui sont prêts à un peu à casser les codes et qui ont envie d'améliorer la transmission avec le patient, la collaboration, l'éducation thérapeutique, l'expertise patient, le savoir expérientiel, comme on dit. Et je pense que parfois c'est un peu surprenant, parce que moi aujourd'hui je collabore avec des médecins, surtout certains où on collabore beaucoup ensemble, et c'est assez fou parce que en fait on s'embarque un peu dans nos projets mutuels, et c'est clairement des générations différentes, mais en même temps avec l'envie de changer les choses pareil, parce qu'au final peu importe, on a envie. Donc moi je me dis, franchement, je suis parfois très impressionnée à quel point les soignants s'investissent. Là, le colloque des mots invisibles qu'on organise à la Rivoisière le 17 octobre, en fait... pour trouver les 15 médecins, ça a été assez vite, quoi. Donc en fait, je me dis, il y a vraiment du positif, et je pense que les médias, en fait, ça permet de sensibiliser, d'attirer, et au final, il y en a qui se laissent embarquer. Merci. De mon côté, pour le coup, sur la question de la psychiatrie, de la santé mentale, recruter des médecins, c'est pas très compliqué. En revanche, recruter d'autres soignants que les médecins, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, les psychologues, qui sont typiquement le deuxième intervenant en psychiatrie, en santé mentale, c'est très 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 compliqué, justement parce qu'il y a souvent une posture aussi qui se met, en tout cas qui est latente du médecin psychiatre qui est au-dessus, en fait, et que les psychologues seraient un peu la strate en dessous, alors que dans la plupart des recommandations, la
principale ligne de traitement, c'est la psychothérapie, en tout cas la première ligne de traitement pour les troubles psy. Et il y a souvent ce conflit interprofessionnel qui se fait et qui fait que les médecins ont une propension énorme à participer, parfois à dire n'importe quoi aussi, avec justement un gros complexe d'infériorité des psychologues qui n'osent pas venir de peur de se faire taper sur les doigts par les psychiatres. Et voilà, il y a sans doute des choses dont on reparlera tout à l'heure. Et je voulais juste ajouter, pour les personnes qui ont des problèmes auditifs, notre podcast est entièrement retranscrit sur notre site internet pour qu'il soit accessible aussi à tout le monde. Merci pour vos réponses. Je vais m'adresser à Marguerite et Anka. Quand on parle de santé sur les réseaux sociaux, il faut toujours aussi faire attention à des fois ce qu'on peut dire et pas véhiculer des préjugés ou des fake news ou aussi de l'autodiagnostic par exemple sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez vous et comment on arrive à retranscrire les bonnes informations? Ça, c'est vraiment une question qu'on s'est posée même avec Anaëlle parce qu'on fait beaucoup de BD sur des pathologies précises et nous, on n'est pas médecin, donc on s'entoure en fait de professionnels, mais c'est toujours compliqué aussi de pas faire d'erreurs. Donc vous, comment vous faites? Déjà, je pense que le premier constat, c'est qu'il y a une vraie crise de la parole scientifique et de la parole professionnelle de manière générale. C'est quelque chose qui existait bien avant la crise sanitaire, qui a été exacerbé par la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on a des difficultés à faire confiance même à la parole de certains professionnels de santé, tellement cette parole scientifique a été malmenée pendant la crise sanitaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, nous, on essaye de faire très attention aux sources. Et je pense que c'est quelque chose qui a tendance à se perdre un petit peu, c'est cet esprit critique vis-à-vis de l'information qui est véhiculée, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais sur tous les médias de manière générale. C'est de se dire, même par rapport aux soignants, c'est pas parce que quelqu'un a une blouse blanche qu'il faut oublier de vérifier les sources. Parce que malheureusement, ça existe d'avoir des professionnels de santé qui donnent des informations qui sont fausses, qui sont incomplètes. Et je pense que ça, c'est aussi un appel qu'on essaye de faire à faire attention aux sources que l'on utilise. Après, je sais que le grand public n'est pas expert du domaine, donc on est obligé de donner sa confiance, mais toujours faire attention. Et nous, c'est un travail que l'on fait. Tous nos contenus, tous les contenus scientifiques et médicaux que l'on fait sont systématiquement validés par des professionnels de santé et on vérifie toujours les sources de ce que l'on propose. C'est un vrai engagement que l'on a parce qu'on sait que derrière, une personne, un patient qui a une mauvaise information, c'est potentiellement un patient qui agit dans la mauvaise direction. Et ça, on ne peut pas se le permettre en tant que studio, évidemment, mais aussi en tant que patient ou professionnel de santé, porter ce genre de message. C'est très difficile c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire. Donc, il y a toujours cette attention aux sources. Merci. Non, mais en fait, c'est que les fake news en santé peuvent faire beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important. Pardon, Michael. Bien, tu fais la transition. Justement, je voulais ajouter là-dessus, j'étais au salon infirmier la semaine dernière et je faisais une table ronde sur la désinformation en santé. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, j'ai donné l'exemple d'une étude qui était très, très, très relayée récemment, qui était que 30 minutes d'activité physique avaient une efficacité supérieure aux antidépresseurs chez les personnes avec une dépression. Justement, j'ai donné cet exemple-là de désinformation totale parce que l'étude qui raconte ça est totalement foireuse, les données sont fausses, elle devrait être rétractée tellement qu'en fait, elle est bidon. Et sur la table de ronde juste après, il y a eu un professeur de neuropédiatrie qui en fait a dit à un moment oui, de toute façon faire du sport c'est génial, c'est meilleur que les antidépresseurs, etc. Mais genre 20 minutes plus tard sur la même chaise que moi. Donc c'est vraiment un exemple comme ça de dire même les professionnels très souvent quand ils lisent des études, ils ne savent pas forcément le faire. La lecture critique d'articles chez les médecins, chez tout le monde en fait, même chez les chercheurs, c'est extrêmement compliqué, d'où aussi la difficulté de vulgariser des études scientifiques auprès du grand public, parce que la plupart du temps, quand on vulgarise des choses qui sont justement très consensuelles, c'est pas très intéressant parce que c'est souvent très neutre, très plat et ça donne pas des choses qui sont qui suscitent l'attention en fait. Donc vraiment toujours ce que tu disais, les fake news, elles peuvent faire beaucoup de mal et de dire à quelqu'un prends pas d'antidépresseurs, inscris-toi à la gym, ça peut faire des morts concrètement. Dans cette continuité-là, je pense qu'il y a un examen de conscience qui doit être fait au niveau de tous les scientifiques et tous les soignants et aussi des journalistes sur le fait que pendant des décennies, il y a un grand manquement de la presse scientifique et médicale pour qu'elle soit accessible aux tout venants et que je pense que la question de la démocratie en sciences et en santé, en fait, on en parle depuis 10 ans, quoi. Et donc forcément, on a payé pendant le Covid. Le fait est qu'on n'a jamais vraiment essayé de rendre accessibles tous les sujets autour de la santé. De
d'autant plus en France avec le système qu'on a. On est tombé dans une situation qui est assez ubuesque où en fait tout le monde a une carte vitale, mais on ne sait même pas ce qui se cache vraiment derrière. Et ça, je pense qu'effectivement, ça crée ce genre de situation et ça empêche qu'il y ait de la discussion et du débat qui peut venir aussi de la population civile et qui obligerait aussi à la fois les journalistes et les scientifiques à être beaucoup plus rigoureux dans leur manière à la fois de traiter l'information et de la diffuser. Et moi, ce que je trouve assez bien aussi, c'est en fait de questionner les patients, parce que justement sur ce genre d'études qui parfois est assez trompeuse. Pareil sur l'effet placebo, il y a des études aujourd'hui qui montrent que l'effet placebo, en fait, on n'a aucune preuve qu'il existe. Et en fait, moi je dis qu'on s'adresse aux patients, en fait, on voit vraiment les choses, parce qu'en fait, les patients, ils sont hyper naturels, ils retranscrivent ce qu'ils vivent, et ça me fait parfois un peu rire, parce que parfois ça confronte des réalités totalement différentes, parce que les soignants ont des images. Moi, par exemple, ce qui me fait assez rire, pas trop, mais on va dire, c'est que moi j'ai fait un diplôme sur la douleur en étant douloureuse chronique et suivie en centre de la douleur. Et honnêtement, dans les cours, mais il y a tellement de choses hyper fausses. Honnêtement, les préjugés énormes qui sont retranscrits, notamment sur la question de l'anxiété et de la dépression chez les douloureux chroniques. Quand j'entends des médecins dire qu'il y a 100% des douloureux chroniques qui sont dépressifs, j'ai envie de leur dire, vous en connaissez peut-être pas beaucoup, parce qu'on est plein à avoir envie d'avancer. Moi, je fais médecine en étant douloureuse chronique. Et donc, je pense vraiment parfois la parole des patients aide à montrer la vérité aussi, qui est parfois un peu... les médecins ont aussi des préjugés, donc on interprète aussi les études comme on a envie de les voir. Malheureusement, il y a un biais cognitif, hein. Et donc c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime, et notamment avec quand on voit ce que vous faites avec Petite Mue, tous les témoignages, etc. Je pense que ça aide aussi certains soignants à réaliser que parfois ils ont tort. Oui, effectivement, c'était un petit peu l'objectif, c'est donner la parole directement aux personnes concernées et de montrer aussi, je pense que chaque personne peut avoir la même pathologie et pas la vivre du tout de la même façon, et que c'est plutôt l'objectif, c'est de comprendre plutôt les conséquences que ce qu'on a sur notre quotidien, notre vie perso et pro là-dessus. Merci en tout cas pour vos réponses super intéressantes. Et bon, c'était une de mes questions prévues, même si vous avez un peu donné les réponses. Quelles sont selon vous les choses à changer pour faire bouger les lignes? Alors on a effectivement entendu donner la parole directement aux personnes concernées, le fait de mieux vérifier l'information, voilà. Mais est-ce que vous avez d'autres solutions ou d'idées là-dessus, même si c'est une question assez vague? Moi, je suis pour la valorisation du savoir expérientiel. Ça veut dire former les patients pour qu'ils deviennent patients experts et qu'ils puissent porter leur voix. Parce que les médias, c'est hyper important, mais je pense aussi que c'est aller au contact justement de ceux qui sont un peu has-been parfois. Et ça, c'est hyper important. Donc moi, je suis beaucoup pour l'éducation thérapeutique, la question de mieux vivre avec la maladie et vraiment de faire une connaissance de ce qu'on vit. Et je pense que ça, on aide beaucoup à changer le système de soins, notamment en santé mentale, avec tout ce qui est la pair-aidance. Le fait, en fait, de devenir, d'aider les autres à partir de son vécu. Moi, c'est quelque chose qui, clairement, m'a énormément aidé dans l'acceptation de mon handicap avec l'association Draw Your Fight. Aujourd'hui, on est en train de monter justement une formation pour les patients qui souhaitent devenir patients experts. Et moi, je me rends compte à quel point ça aide à faire changer les regards. Et donc vraiment la valorisation du savoir expérientiel, pour moi, c'est l'une des clés de ce qu'on pourra arriver à faire aujourd'hui dans le système de soins. Moi, ça va aussi dans cette même continuité, dans le fait qu'on parle souvent de plus en plus, parce qu'on est aussi dans une ère du témoignage, et c'est important, parce que je pense que ça veut dire et ça signifie que pendant longtemps, il y avait plein de personnes qu'on n'écoutait pas et on ne laissait pas un espace de parole pour ces personnes-là. Mais en fait, il faut faire, je pense, un peu attention à donner la parole aux personnes concernées, parce qu'il faut aussi comment accompagner les personnes concernées pour qu'elles arrivent à parler justement dans des milieux où elles n'étaient pas du tout présentes. C'est compliqué d'amener quelqu'un à parler, notamment à la télé, etc. Donc, comment mettre en place de l'accompagnement à ce niveau-là? Donc, ça doit aussi passer, je pense, par l'institution. Ça doit aussi passer par des subventions, même si ça pose toujours des questions d'indépendance, etc. Mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait des moyens qui soient mis là-dedans, notamment au niveau de la presse libre. Donc, il y a aussi des choses qui doivent venir. C'est toujours cette même question. C'est très bien qu'il y ait des initiatives comme la nôtre qui existent, mais si en haut, il n'y a pas des subventions, il n'y a pas des comités qui aident, qui sélectionnent, qui mettent en avant en fait ce genre de personnes-là, on va continuer à galérer un peu, quoi.
très honnête. Je pense que ça doit passer par encore plus de projets comme les nôtres, et plus des projets comme les nôtres vont se créer, plus on va parler de tous ces sujets. Je trouve que ça fait quand même quelques années qu'on a progressé quand même sur pas mal de choses. Je vais juste parler de santé des femmes parce que j'ai pas votre expertise sur les autres sujets, mais j'anime un podcast depuis 5 ans où j'ai reçu énormément de témoignages, et évidemment tout n'est pas fini, etc. Mais je trouve que c'est quand même plus facile qu'avant de parler de ces douleurs qu'on n'explique pas, parfois où on a l'impression d'être folle parce qu'en fait les médecins n'ont pas de réponse, tous ces sujets-là qu'on n'abordait pas toujours avant. Et j'étais très émue aussi quand on a assisté à l'écoute collective du dernier épisode du Serment d'Augusta, qui est un podcast de Binge Audio qui est fait par des soignants, par des médecins, et donc l'épisode était sur les troubles neuro, et donc en fait c'était vraiment cet exemple que je décrivais du patient qui arrive chez le médecin et qui dit j'ai mal, mais le médecin ne sait pas expliquer, et donc vient la réponse de c'est le stress, ou dans des rares cas, je ne sais pas. Et en fait, ce qui était hyper émouvant, c'est qu'il y avait tous ces jeunes soignants qui étaient là pour s'intéresser au sujet, qui demandaient au médecin, et alors comment on fait ? Et alors est-ce qu'on doit dire aux patients d'aller voir un psy, etc. Et je me suis dit vraiment, mais c'est fou, on les avait pas ces discussions avant. Donc voilà, plus il y aura de podcasts comme ça, de podcasts vidéo, de blogs, je pense mieux on sera. Moi, du coup, je vais parler du sujet de la santé mentale, qui est le sujet que je maîtrise plus que la santé des femmes, en tout cas. C'était aussi, je pense que les choses, elles vont aussi dans le bon sens. Aujourd'hui, ce qui se développe, par exemple, c'est tout ce qui va être autour des pratiques collaboratives entre les équipes soignantes en santé mentale et les patients. Donc, pour donner des exemples concrets, c'est le développement, par exemple, des mesures d'anticipation en psychiatrie. C'est la réalisation donc de plans de prévention de crise partagés avec des patients qui sont à même de redécompenser leurs troubles psychiatriques, et donc d'être réhospitalisés dans la suite. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir écrire et de pouvoir transmettre à leurs équipes soignantes leur volonté dans des moments où ils ne seront pas forcément en capacité de pouvoir transmettre ces mêmes volontés. Donc, par exemple, de dire moi, quand je ne suis pas bien, voilà qui j'aimerais qu'on puisse contacter. Moi, quand je ne suis pas bien, voilà ce qui me fait du bien. Si je dois un jour être amenée à être hospitalisée sans mon consentement, voilà comment j'aimerais que ça se passe. C'est des choses qui sont vraiment dans le développement aussi de tout ce qui est alliance thérapeutique. Alors évidemment qu'il faudrait que ce soit partout en France, dans tous les services de psychiatrie ou tout ce qui touche à la santé mentale. Évidemment qu'on n'en est pas encore là, mais aussi le fait de pouvoir parler de ces nouveaux outils thérapeutiques, et que aussi ce soit effectivement diffusé au sein des institutions, et ça commence à être le cas aujourd'hui. Ça montre que ça va aussi dans le bon sens, en tout cas qu'il y a une volonté collective qui est en train de se développer aujourd'hui. Merci pour toutes vos informations. Ça allait un peu rejoindre à ma prochaine question. En fait, on voit que grâce à l'engagement, les choses évoluent. Qu'avec la nouvelle génération, je trouve qu'on en parle beaucoup plus, notamment de la santé mentale. Je pense qu'avant de dire qu'on allait voir un psy, je ne suis pas sûre qu'on en parlait beaucoup, notamment dans les familles. Et quel serait pour chacun et chacune de vous un peu votre message de fin ? Comment le message justement pour faire bouger les lignes ? Alors, je sais que ma question est aussi très vaste, mais c'est pour terminer cette table ronde. Donc je vais vous passer le micro. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'on prenne tous la parole et qu'on raconte tous un peu notre ressenti, parce que c'est ça, en fait, finalement, le entre guillemets problème. Quand tu disais tout à l'heure, Alice, en fait, on peut avoir parfois une même maladie, mais on va pas le vivre de la même façon. Il n'y a pas toutes les mêmes choses qui vont nous faire du bien, etc. Il se passe des choses en coulisses. Côté médecin, je pense que c'est un peu pareil. Je pense que d'avoir accès à des témoignages, de comprendre aussi la singularité de chacun, etc. Ça peut faire que ça va faire bouger les lignes à la fin de la santé. On a tous quelque chose à dire. Parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu toujours les mêmes personnes qui prennent la parole. Donc, je pense qu'il faut il faut que tout le monde mérite de l'apprendre et un espace pour l'apprendre.
Moi, je dirais d'un point de vue des études de pharma que j'ai faites, j'aurais bien aimé voir des patients dans les amphis et pas seulement les voir au comptoir ou les voir dans les hôpitaux, parce que c'est vrai que ça crée toujours cette espèce de dissociation. On a l'impression que le monde médical, c'est quelque chose qu'on apprend sur les bancs de la fac et qu'ensuite le patient, on le retrouve, mais bien plus tard, on le retrouve dans un autre contexte. Et du coup, ça donne cette impression qu'on a rien à apprendre des patients, parce que les patients, c'est nous qui leur apportons du savoir. Or, je pense que c'est complètement faux et qu'on apprend beaucoup au contact des patients. Et je pense que ça passe aussi par la formation initiale des professionnels de santé et de créer le réflexe de dire que la connaissance, elle est apportée certes par nos enseignants, mais elle est apportée aussi par ceux qui vivent la maladie au quotidien, et c'est eux qui pourront aussi nous informer sur l'expérience de la maladie. Et c'est important de les faire venir sur le lieu d'apprentissage. Alors, franchement, je trouve ça super intéressant parce que je suis totalement d'accord. Mais en fait, je suis en train de réfléchir parce que c'est ce que j'allais dire. Mais en tout cas, non, mais franchement, je trouve ça tellement vrai, et dans toutes les formations. Moi, j'avoue que un peu mon rêve pour le système de soins, c'est qu'au final, on arrive tous à collaborer ensemble, que ça soit la société civile qui n'est pas médicale, donc notamment pour l'insertion professionnelle, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez en compte l'insertion professionnelle des patients. Moi, pour être étudiante en médecine, en ayant un suivi médical compliqué, assez lourd, avec plusieurs hôpitaux de jour, etc., mais en fait, je me rends compte à quel point les soignants ne pensent jamais au fait que je dois travailler et au fait que parfois, ils ont l'impression que ma vie s'arrête à la consultation. Donc, c'est vrai que moi, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on ait un meilleur échange entre à la fois les professionnels, à la fois les patients, mais aussi penser à la vie du patient derrière sa maladie, parce que malgré tout, on n'est pas la maladie. J'aimais beaucoup ce que tu disais du fait que parfois, en fait, on nous efface derrière ce qu'on est. Et moi, j'ai souvent cette impression dans le système de soins au corps aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment qu'on travaille sur l'individualité des patients, l'individualité de leurs projets, notamment dans les annonces de la maladie, comme tu disais par rapport à la sclérose en plaques. Je pense, voilà, en fait, demander au patient ce que lui veut, parce que la maladie, c'est pas que les symptômes, c'est aussi les répercussions. Et moi, souvent, c'est ce que je dis à mon médecin, et il le comprend pas, hein, on va y arriver, un jour il le comprendra, mais de lui dire que, en fait, mes douleurs, je veux qu'elles soient prises en charge, c'est vrai, mais je veux aussi que mes douleurs, elles soient prises en charge pour que je puisse mener mes objectifs à terme. Et ça, c'est important, parce que me mettre en place des traitements qui m'empêchent d'aller à mes examens, c'est pas la solution. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que vraiment, ce fait de dire, on n'est pas la maladie, on est autre chose, et ça passe notamment par l'enseignement, comme tu disais, en phase initiale, c'est hyper important. Donc voilà, moi c'est vraiment un message qui me tient à cœur et que je pense que on avance petit à petit, mais on a du boulot. Merci. Pour le coup, c'est moi qui dois réfléchir maintenant. Mais en tout cas, sur ce point-là, sur l'individualité du patient, etc., sur le fait de ne pas être une étiquette, je vous invite vraiment à lire Claire Marin, qui est une philosophe de la santé, qui écrit beaucoup de choses qui sont très, très, très intéressantes justement sur ce sujet-là. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup des espaces un peu périphériques, des espaces de soins, de parler en dehors dans la société civile, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, quand on est soigné, c'est dans ce cadre du colloque singulier entre le médecin et son patient. On a tendance à l'oublier un peu, mais il y a un gros problème qui se passe là. Si je vous dis 23 secondes, vous pensez à quoi ? Probablement à rien, mais c'est le temps moyen qu'un médecin passe à écouter son patient pendant une consultation de 20 minutes. 23 secondes. Il y a des études là-dessus, ça peut paraître totalement débile comme ça de dire il sort d'où ce chiffre-là. C'est des choses qui sont bien étayées par plusieurs études, etc. Et quand on interroge les médecins sur combien de temps vous pensez écouter votre patient sur une consultation de 20 minutes, ils répondent 9 minutes. Alors qu'on est de l'ordre de moins de 30 secondes. Donc il y a aussi cette chose-là de se dire finalement la consultation avec un médecin ou n'importe quel soignant, c'est pas juste je viens avec quelque chose, je coche une case et après il y a le monologue du médecin derrière qui vient imposer finalement des lignes de traitement ou autre, c'est aussi vous avez la parole en fait, vous avez la parole devant votre médecin, devant n'importe quel soignant, vous êtes libre quand même d'accepter ou de refuser un traitement, il est censé y avoir justement une discussion sur les effets secondaires, etc., de justement recouvrer son individualité, ne pas être justement uniquement un patient, parce que patient évidemment c'est un statut qui est assez passif, mais d'être actif justement dans cette relation, puisque on n'est plus censé aujourd'hui d'être dans une relation vraiment très verticale du médecin, du sachant, du notable qui vient imposer des lignes aux patients, mais plus dans une relation qui devrait être horizontale, de collaboration, parce que finalement c'est ce que disait Camille aussi, c'est que le médecin normalement il n'est pas censé être là juste pour dire t'as ce symptôme, on va l'effacer. Mais ok, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu veux faire derrière ? Pourquoi est-ce que tu veux aller mieux ? Parce que finalement on ne veut pas aller mieux juste pour aller mieux. Quand on a une dépression sévère,
On va pas juste dire j'enlève ma perte de motivation, j'enlève ma fatigue et j'enlève ma perte d'appétit. Oui, ok, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est justement parce que j'ai envie de retourner travailler, j'ai envie de retourner voir des gens, j'ai envie d'être en couple, etc. De se dire je veux guérir pour guérir et puis finalement il se passe rien derrière. Ça sert pas à grand chose. Donc vraiment recouvrer l'humanité en fait qu'il y a derrière la personne qui a une maladie. Tu termines? Moi, si j'avais un message à faire passer, c'est surtout vis-à-vis de la question de la stigmatisation. Là, je parlerai surtout de la stigmatisation en santé mentale. Je pense que les professionnels de santé ont beaucoup à faire par rapport à ça. On le voit beaucoup. Moi, j'ai des histoires de médecins que j'ai rencontrés dans le cadre de mes études de médecine vis-à-vis de patients qui avaient des troubles psychiatriques avec des propos mais hallucinants, mais même aussi des psychiatres parfois qui avaient des propos sur des patients qui avaient des troubles psychiatriques hallucinants également. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur arrêter de se dire voilà, la maladie c'est pour les autres et moi je ne suis pas concernée quand on est soignant, parce qu'en fait on est tous à un moment confrontés à ça, on a tous une santé, on a tous une santé mentale, et je pense que c'est aussi quelque chose vers lequel on peut tendre d'accompagnement, et pour le coup le Covid, je pense, a quand même permis d'améliorer la compréhension et les enjeux aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à tendre là-dessus, et qu'en fait les maladies psychiatriques sont des maladies exactement comme les autres, alors qu'ils peuvent avoir des répercussions individuelles, sociales, personnelles, d'estime de soi qui sont peut-être parfois un peu plus particulières, mais en tout cas ça reste des maladies comme les autres, et que c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a encore beaucoup à travailler, et que l'intégration aujourd'hui, et dont tu parlais tout à l'heure, des médiateurs de santé pairs au sein des services hospitaliers, mais même au sein du système de santé, donc en fait qui sont des patients qui ont un parcours en santé mentale et qui sont intégrés au sein des équipes soignantes, et en fait de pouvoir aussi développer la question du mot soignant de façon beaucoup plus large, et c'est ce que nous on essaye de porter à la Fabrique des soignants, c'est de se dire qu'aujourd'hui un soignant c'est à la fois un patient, un aidant, un professionnel de santé, un étudiant en santé, pourquoi pas aussi un administratif en santé, des chercheurs, en fait tous les gens qui aujourd'hui ont un lien fort avec le soin, et en fait c'est grâce aussi à tout ce monde-là qu'on va pouvoir porter des messages positifs, ou en tout cas porter des messages qui vont dans le bon sens, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire positif, mais en tout cas de ces messages par exemple de déstigmatisation, mais en tout cas c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. J'ai la lourde tâche de terminer. Déjà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça m'a fait marrer ce que vient de dire Mickaël sur les 23 secondes, parce que je suis aussi patient. Je suis passé aux urgences il y a 2 semaines en 12 heures d'attente. Bon, c'est les urgences, mais 12 heures, c'est quand même très très long. J'ai dû voir le médecin 5 minutes. Donc bon, on tombe dans des situations assez bizarres de plus en plus. Et je pense qu'une des choses aussi qui est importante à rappeler, c'est comment arriver à politiser le soin, parce que en fait, si on se pose pas des questions politiques sur le soin, on aura beau mettre en place des initiatives à droite, à gauche, ça va pas suffire. Et je pense qu'il faut, comme pour les mouvements MeToo, comme pour Black Lives Matter, il va falloir créer un espèce de mouvement aussi qui vienne de la société civile. En fait, il y a des gens quand même un peu à déboulonner, il y a des mentalités à déboulonner, et il va falloir rentrer aussi dans une démarche de lutte, et qui viennent à la fois des patients, des soignants aussi, pour déconstruire ce système de santé qui est en train de s'effondrer, qui répond de plus en plus à des logiques néolibérales qui invitent à individualiser les parcours, et qui empêche effectivement comme on l'a dit, de remettre du narratif, de remettre du sens, de remettre de l'humain, de remettre de la bienveillance. En fait, s'il n'y a pas cette lutte, s'il n'y a pas ce mouvement qui va dépasser un peu toutes nos initiatives là qu'on fait, qui sont très bien, en fait, on va avoir du mal à créer ce moment de bascule. Donc voilà, c'est une invitation à ce que aussi toutes les personnes qui sont là et tous vos proches, qu'on arrive à un moment donné à créer aussi ce mouvement, parce que sinon, je pense pas qu'on va arriver, parce que là le système il est clairement en train de s'effondrer, ça va pas s'arranger parce qu'il va manquer de plus en plus de soignants, donc on va encore plus se prendre dans la gueule des réformes qui vont encore moins aller dans le sens d'une bonne relation soignant-soigné. Donc voilà, il y a un petit peu un moment de révolte qu'il va falloir qu'on arrive à créer. J'ai pas forcément la solution en main, mais je pense que ça va passer par
comment arriver à remettre en place du collectif aussi, parce que c'est quand même la base de la sécurité sociale telle qu'elle a été pensée. C'est souvent ce qu'on essaye de rappeler à la Fabrique des soignants, c'est rappeler les valeurs de la sécurité sociale à la base, qui repose quand même sur un système collectif, coopératif, et qui a été mis après aussi des décennies de lutte pour dire ce serait quand même bien de faire en sorte que la santé soit un bien commun, et je pense que c'est quelque chose qu'on a malheureusement oublié. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Parce que je trouve ça très intéressant, parce que récemment, j'ai discuté avec une médecin et il y a des hôpitaux qui vont, en tout cas, beaucoup de médecins essayent de le faire et c'est en train d'avancer, que des patients fassent partie des conseils de direction des hôpitaux. Et ça, je pense que c'est vraiment une avancée majeure par rapport à ce que tu dis et c'est justement une question de la lutte parce que être présent dans les instances dirigeantes, c'est très compliqué, mais c'est vraiment super important parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses. Parfois, c'est du travail de l'ombre parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas. Comme tu disais, par rapport à la lutte, il faut médiatiser et il faut aussi essayer de rentrer à l'intérieur. Moi, je sais que c'est très compliqué et on essaye d'avancer sur ça en tant qu'association de patients, en tant que médias. Et je pense vraiment de mettre des patients dans les directions, c'est quelque chose qui pourra faire avancer les choses. Et heureusement, il y en a qui se posent la question et ça avance. Merci à toutes et tous pour vos messages. Franchement, je suis hyper admirative de tout ce que vous faites, de tout ce que vous avez créé chacune. Peut-être où est-ce qu'on peut vous retrouver et quelles ont été peut-être les nouveautés pour qu'on aille écouter vos podcasts, lire vos livres, vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a fait nos émissions principalement sur la plateforme Twitch, mais en fait, toutes nos émissions sont actuellement disponibles sur l'intégralité des réseaux sociaux. Donc c'est YouTube, Insta, LinkedIn majoritairement. Vous pourrez aussi retrouver donc des extraits et des interviews de nos émissions. Donc je vous invite à aller nous suivre sur La Fabrique des soignants. Vous pourrez nous trouver. De notre côté, pour le podcast Les Mots Bleus, on est aussi sur tous les réseaux sociaux. On est sur Instagram, c'est Les Mots Bleus podcast, mots MAUX pour le coup. On est sur Twitter aussi, mots bleus _PDS. Je suis sur LinkedIn. Il y a mon bouquin qui est sorti l'année dernière, Vivre avec un trouble de santé mentale, justement pour rétablir un peu le narratif de qu'est-ce que c'est la maladie mentale en fait, qu'est-ce qui se passe, définir un peu les concepts aussi dont on parle, etc. Et sinon, vous me trouverez un peu partout, comme la Fabrique des soignants dans les prochains événements santé. Qui est un peu partout, donc avec plaisir pour se rencontrer. Draw Your Fight, c'est Draw Your Fight sur Instagram, LinkedIn, mais la particularité c'est qu'on est aussi de l'associatif, donc en fait le but c'est de porter la voix et donc nous on fait beaucoup de livrets d'informations qui peuvent être commandés gratuitement sur notre site pour justement diffuser l'information. On travaille beaucoup avec justement les patients qui nous contactent, donc il y a les réseaux sociaux, Draw Your Fight, LinkedIn, on a aussi notre site internet où il y a pas mal d'informations, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets, si vous avez envie de prendre la parole, on est ravis de vous accompagner là-dedans. Voilà, je me dis que c'est aussi comme ça le moyen de nous retrouver, de nous contacter directement et on est super ravis de vous répondre. Donc, vous pouvez écouter nos podcasts Santé des femmes. Nous avons Cheminement, Endométriose, mon amour, et puis côté podcast plutôt de soignants, Sex O'Clock, animé par un médecin sexologue, et Parole de blues par une infirmière qui raconte sa vie à l'hôpital, dans les services de réanimation elle travaille. Et nous sommes évidemment sur LinkedIn et Instagram. Merci Alice, surtout, et je pense qu'on peut tous applaudir Alice et Anaëlle pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous aussi. Et merci beaucoup. Et de toute façon, je pense qu'on se retrouvera dans d'autres tables rondes à d'autres moments, vu que on se retrouve souvent à chaque événement. Et merci de nous avoir écoutés. Et puis surtout, surtout allez les suivre. Désolée. Je suis fatiguée, c'est la fin de journée. Allez les suivre et parlez-en aussi autour de vous, parce que plus il y a de monde qu'en parlera et mieux ce sera, quoi. Merci.